Alors aujourd'hui, on plonge dans une perspective radicalement différente de la violence. Et si ce n'était pas vraiment un choix? Si, avant toute chose, c'était une histoire de survie, inscrite au plus profond de notre biologie. On a tous appris d'une manière ou d'une autre à voir la violence comme une défaillance morale, un peu comme un bug dans le système, un défaut humain. C'est la vision de base, n'est-ce pas? Ok, mais et si cette vision était en fait un peu courte? Et si pour vraiment comprendre, il fallait chercher beaucoup plus loin, au cœur même de notre biologie? Si c'était en réalité une réponse archaïque? Imaginez une réaction ancestrale, complètement automatique, quelque chose qui prend le dessus, qui court-circuite complètement notre pensée logique. Et tout ça déclenché par une seule et unique émotion. Eh oui, la peur, c'est ça, le grand déclencheur. En gros, dès que le cerveau perçoit un danger, une sorte d'alarme interne se met en route. Et si cette alarme sonne trop fort ou trop longtemps, eh bien, ça peut déclencher un besoin quasi irrépressible de contrôler la situation ou de se battre. Alors, voyons ça de plus près. Premier point. On va essayer de voir la violence sous un autre angle. Pas comme une faute, mais vraiment comme une réponse de survie, purement biologique. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette réponse de survie est automatique. C'est notre amygdale, un peu le centre d'alarme du cerveau, qui prend le volant. Et là, le choix conscient, il est mis sur la touche. Donc en l'absence de sécurité, la violence peut émerger, pas par méchanceté, mais comme une tentative de reprendre la main sur une situation qui semble totalement hors de contrôle. Cette citation, elle résume tout, en fait. Chez beaucoup de mammifères, nous y compris, dominer, c'est avant tout une stratégie primitive. Le but, réduire l'incertitude. En gros, c'est une façon de gérer une peur-panique. Il ne s'agit pas de morale, mais de régulation. Alors, face à cette peur, notre corps n'a pas 36 solutions. Il a 4 grandes alarmes instinctives. On va décortiquer ça ensemble. La première, la plus connue sont toutes, c'est la lutte, le fight. Là, c'est le grand rush. Le système nerveux s'emballe, l'adrénaline et le cortisol inondent le corps, et le résultat, c'est la confrontation, la défense agressive. L'objectif est simple, faire face, repousser la menace. Deuxième alarme, la fuite, le flight. Ici, la mécanique biologique est assez proche, mais le but est inverse. Le corps se prépare à courir. Et attention, la fuite, ce n'est pas juste physique. Ça peut aussi être une fuite mentale ou émotionnelle, comme quand on se plonge à corps perdu dans quelque chose pour ne pas penser. Troisième option, et elle est cruciale, la sidération, le freeze. Là, c'est tout l'inverse. Le système s'effondre, le corps est paralysé, figé sur place. Pourquoi? Parce que parfois, quand se battre est trop dangereux et fuir impossible, la meilleure stratégie de survie, c'est de ne plus bouger, de se faire oublier du prédateur. Et enfin, la quatrième, peut-être la moins connue, la soumission, le fawn. C'est une stratégie purement sociale. L'idée, c'est d'apaiser l'agresseur. On se suradapte, on dit oui alors qu'on pense non. Tout ça pour maintenir le lien. C'est une question de survie, surtout pour un enfant qui dépend totalement des adultes. Bon, ce tableau récapitule tout ça très clairement. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Ce n'est pas un choix conscient. Jamais. Le corps, lui, choisit en une fraction de seconde la stratégie qui lui semble la plus sûre, en se basant sur toutes les expériences passées. C'est un calcul de survie ultra rapide. Maintenant, accrochez-vous. On va voir comment ces mécanismes, qui sont à la base individuels, se retrouvent en fait gravés dans le marbre de nos sociétés. Pensez-y, beaucoup de nos sociétés sont construites sur des déclencheurs de peur. L'autorité très verticale, les systèmes de punition, la peur panique d'être exclu du groupe, la compétition permanente à l'école, au travail, tout ça, ce sont des choses qui maintiennent nos systèmes nerveux collectivement en état d'alerte, en mode survie quasi constant. Et le plus pervers dans tout ça, c'est ce qu'on appelle la violence légitime, celle qui est normalisée, justifiée par un « c'est pour ton bien ». Du coup, elle devient invisible. Et là, le corps reçoit un message absolument terrible. Ce que je ressens n'est pas valable, je n'ai pas le droit de réagir. C'est la voie royale vers la sidération et la soumission. On pourrait croire que la domination ne tient que par la force brute. Mais en réalité, son arme la plus puissante est beaucoup plus discrète. C'est le silence. Son pouvoir est fondamental. Le non-dit, la honte, la culpabilité, la confusion. Ce sont des armes silencieuses, invisibles, mais d'une efficacité redoutable pour maintenir quelqu'un sous contrôle. Et ce tableau met le doigt sur un calcul biologique vertigineux. D'un côté, parler, c'est prendre un risque énorme, celui d'être rejeté, attaqué, abandonné. De l'autre, se taire, c'est perçu par notre cerveau reptilien comme le seul moyen de préserver le lien, et donc de survivre. Le choix est vite fait, biologiquement parlant. Ça change complètement notre regard sur le silence, non? Ce n'est pas de la lâcheté, c'est très souvent une stratégie de survie, la plus intelligente que le corps ait trouvée à un instant T.
Bon, tout ça peut paraître un peu sombre, mais alors comment fait-on pour sortir de ces états de survie? La clé, et c'est le point le plus important, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas se faire violence, c'est de retrouver un sentiment de sécurité. D'abord à l'intérieur de soi. Pour sortir de la sidération, par exemple, voici quelques pistes très concrètes. D'abord, s'orienter. Nommer 3 choses qu'on voit, 2 sons qu'on entend, ça ancre le cerveau dans le présent. Ensuite, respirer, en allongeant un tout petit peu l'expiration. Puis, bouger, mais tout doucement. Un doigt, un orteil, juste pour signaler au corps qu'il peut à nouveau agir. Valider, se dire « mon corps a fait ce qu'il a pu ». Et enfin, se connecter, si c'est possible, à une présence apaisante. Cette phrase, elle est vraiment puissante. C'est une phrase qui peut aider à lâcher la honte, la culpabilité. Parce que c'est une vérité fondamentale. Le corps ne cherche jamais à trahir, il cherche toujours à protéger. Et tout ça, ça nous amène à une toute nouvelle définition de ce que c'est être fort et de ce que c'est guérir. Voilà, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette analyse. Guérir, ce n'est pas s'endurcir pour mieux encaisser les coups, c'est retrouver un état de sécurité intérieure si profond qu'on n'a tout simplement plus besoin d'être en mode survie, on peut enfin vivre. Alors, je vous laisse avec cette question. Et si la véritable force, la plus grande de toutes, ce n'était pas de dominer ni de contrôler, mais plutôt notre capacité à créer de la sécurité pour soi et pour les autres? Ça change tout, non ?